Bonjour Danieli, bienvenue sur The Link FWI. Premièrement, qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Danieli Francisque, comédienne de théâtre, actrice au cinéma, également autrice de théâtre et metteuse en scène. Et donc co-directrice également d'une compagnie de théâtre située en Martinique qui s'appelle la Compagnie Trac. Comment êtes-vous entré dans le milieu du cinéma, du théâtre? Quel a été le déclic? Ah, le déclic, ça a été à l'université. J'étais étudiante en langues étrangères. Et lorsque j'ai eu l'occasion, à l'occasion d'un dossier de recherche, de découvrir l'histoire, parce que j'ai grandi en région parisienne, et donc de découvrir l'histoire de la colonisation et de l'esclavage, j'ai eu un véritable, comment dire, c'est plus qu'un déclic, ça a été une révolution. Et ça m'a donné envie immédiatement et de façon irrépressible d'en parler et de monter sur scène pour ça. Et puis bien sûr, ça a été la rencontre avec le metteur en scène Luc Saint-Éloi qui voilà, m'a donné à cette occasion, à mes 21 ans, ma première formation théâtrale en mettant en scène cette pièce de théâtre qui s'appelait Nek Pakamo à l'époque, montée avec des étudiants de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, d'Afrique. Et nous avons joué une dizaine de fois en région parisienne à cette époque. Quels sont les acteurs, réalisateurs ou metteurs en scène qui vous ont donné l'envie de devenir actrice, autrice et metteuse en scène? Oh ben ça se fait en cheminant, hein. C'est vrai que j'étais totalement... c'est même pas forcément parce que quelqu'un m'a inspiré que j'ai voulu m'y mettre. C'est vraiment par nécessité de parler, de pousser un cri même, je dirais. Et après, bien sûr, chemin faisant, oui, bien sûr, il y a des gens qui m'inspirent. Évidemment, Luc Saint-Éloi, c'est quelqu'un qui m'a initiée et d'une manière très particulière et très authentique. Et je suis très contente d'être passée par là. Et puis bien sûr, bon ben voilà, il y a des grands de notre cinéma comme Zane Palsy, il y a des grands également comme Darling Legitimus, qui aussi était notre grand-mère à tous à l'écran. Et puis voilà, je me suis évidemment tournée vers les séries et les films américains et Denzel Washington comme quelqu'un comme lui, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée. Et puis il y en a d'autres comme ça que j'oublie, chemin faisant. Et quelles ont été vos premières apparitions au cinéma et au théâtre? Un petit souvenir? Petit souvenir, alors au théâtre c'était Neg Pakamo, donc c'est cette première pièce qu'on a créée avec la troupe Marron, dont j'étais responsable à l'époque, avec vraiment une bande d'étudiants qui voulaient révolutionner le monde, bande d'étudiants antillo-guyanais qui voulaient justement, qui trouvaient absolument urgent et nécessaire de porter une voix et notre voix et la voix de l'histoire sur les scènes. Et puis ça c'était pour le théâtre. Et puis pour le cinéma, j'ai commencé avec un film qui s'appelle La Noiraude, réalisé par Fabienne Canor et Véronique Canor et qu'elles ont réalisé sur Paris, exactement. Et c'était mon premier rôle au cinéma, même si j'avais fait quelques apparitions dans d'autres films, voilà, Antilles-sur-Seine à l'époque. Voilà, vraiment je faisais mes débuts et j'étais plutôt observatrice à ce moment-là. Et voilà, mes premiers pas c'était ça et je suis très contente d'avoir posé ces premiers pas-là parce que véritablement je sens que ça m'influence jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais très vite, je trouve, dans une justesse sur mon chemin. Quels sont les acteurs, réalisateurs, metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé? Alors, metteur en scène, évidemment Luc Saint-Éloi, hein, ça ne s'est pas arrêté à Nek Pakamo. Il m'a ensuite intégré dans sa compagnie et là j'ai commencé des projets professionnels. J'ai fait ma première tournée avec la pièce Bois brûlé, qui était un hommage à Eugène Mona. Et j'ai fait ma première tournée en Guadeloupe, ça remonte aux années 90. Pareil, une pièce très ancrée, voilà, qui vraiment explorait notre façon propre de nous exprimer, peut-être notre manière authentique d'être sur le plateau, en tout cas. Qui d'autre? J'ai travaillé avec Lucette Salibur en Martinique, Nelson Raphaël Madel également, jeune metteur en scène martiniquais. J'ai travaillé avec mon co-directeur artistique, c'est Patrice Le Namouric. S'il m'entend, il va me tirer les oreilles. Et là, les noms m'échappent comme ça, mais beaucoup de metteurs en scène
plutôt caribéens, mais également, voilà, je collabore aussi depuis 2019. J'ai eu l'occasion de collaborer plutôt comme en assistanat et en observatrice d'une mise en scène de Joël Pomera, qui est metteur en scène français. Et en tant que... Alors, les réalisateurs, évidemment les Sœurs Canor, qui d'autres... c'est difficile comme ça de tous les énumérer, mais c'est vrai qu'en 20 ans de parcours, j'ai eu l'occasion de traverser les univers de plusieurs réalisateurs et metteurs en scène, et chaque rencontre était véritablement un enrichissement pour moi, vraiment, parce que les univers sont différents. Et actuellement, donc avec Éric Nadeau, qui réalise donc un court-métrage ici en Guadeloupe, qui s'appelle Ivani, et voilà qu'on se découvre là, à cette étape-là où j'en suis. Quels ont été les films, pièces de théâtre ou séries dans lesquels vous êtes apparu, où vous avez eu un petit rôle ou un grand rôle? Alors les films, il y a donc La Noiraude, il y a également le magnifique film de Caroline Jules, qui est Tourment d'amour, qu'on a tourné aux Saintes également. C'est un magnifique film, moi, qui m'a énormément marqué et personnellement et artistiquement. Et c'est un petit bijou de notre cinéma qui a été récompensé vraiment internationalement. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Quoi d'autre? Il y a également Vivre de Maharaki, également, qui a eu beaucoup de récompenses à l'étranger. Et puis voilà, j'en oublie, hein. Il y a Malnombre aussi qui va bientôt sortir en Martinique. Voilà, il y a toute une petite série comme ça de courts-métrages. Et les séries au niveau national, j'ai tourné dans Guyane, qui est une création originale Canal+. Et plus récemment dans Tropique Criminel, qui donc première, deuxième saison, et qui est produit par France 2. Et qui sera, la deuxième saison sera bientôt sur les écrans. Et j'apparais, et plus qu'apparaître. C'est-à-dire qu'il m'a été confié un rôle récurrent qui, voilà, à chaque saison développe voilà, j'ai l'occasion de développer mon personnage au fil des saisons. Et ça, c'est magnifique. On sait également que vous écrivez des pièces de théâtre. Comment vous avez eu l'idée de rentrer dans ce domaine de l'écriture? C'est pareil, c'est pas une idée en fait. C'est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en moi et ça s'est simplement exprimé. Je me suis même rendu compte qu'il y a longtemps que j'écris, mais je ne savais pas que c'était ça, écrire. En fait, c'est quelque chose de tellement naturel que voilà, l'écriture m'a longtemps accompagnée, hein, depuis mon adolescence. J'avais mon journal intime, j'explorais des histoires. C'était quelque chose qui était là. Alors après, effectivement, à un moment, j'ai rendu ça conscient. J'ai écrit Nek Pakamo, cette première pièce de théâtre véritablement qui dit son nom. Et puis également Cyclone, qui est donc ma deuxième pièce de théâtre et ma première pièce publiée aux éditions Lanceman. Cette année, voilà, c'est ma première publication. Et également La Diablesse Femme sauvage, qui est une autre pièce qui, elle, a été traduite aux États-Unis et qui est parue dans une anthologie qui va paraître très bientôt dans une anthologie du théâtre caribéen contemporain, francophone. Donc c'est une publication de l'université de New York. Voilà. Comment m'est venue cette idée? Vraiment par nécessité d'aborder certains sujets. Vraiment, j'écris par nécessité de parler, d'aborder certains sujets et également et en écrivant, pour moi, c'est vraiment décortiquer, explorer, essayer de comprendre des choses que je ne comprends pas. Et c'est vraiment une quête, c'est vraiment une quête de sens pour moi que d'écrire. Et voilà, j'ai une autre pièce aussi, comme ça, sous le couvercle, dont je vous parlerai une prochaine fois. Mais voilà, je continue à me questionner, à regarder autour de moi et à explorer d'autres sujets. Donc, est-ce difficile d'être une femme, et surtout une femme noire, dans le milieu du cinéma français ou dans le milieu du théâtre aussi français? J'ai pas envie de voir ça comme une difficulté, vraiment pas. J'ai envie d'être qui je suis et de travailler avec les personnes qui ont envie de travailler avec moi et qui ont dépassé des préjugés de couleur, quoi, qui ont déjà dépassé ça, parce que pour moi, ce sont des gens qui ont déjà évolué, qui sont évolués dans leur pensée et qui ne voient pas cela comme un obstacle. Donc je me suis située
à l'endroit où ça ne pose pas de problème, tout simplement. Donc je ne le vis pas comme une difficulté, simplement j'ai envie de travailler avec les gens qui ont envie de travailler avec moi, et sans que ça devienne pour moi, enfin, considérer cela comme le fait d'être femme, le fait d'être noire, comme des handicaps, parce que ce n'est pas des handicaps. Je suis certaine de ne pas être handicapée. Le handicap vient des personnes qui ont un problème dans la représentation qu'ils se font de l'autre parce que il est différent de lui. Voilà, ouais. Bon, bah là, ces personnes-là, je leur souhaite bon cheminement. Et moi, je vais bien. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans la personne que je suis. Et je suis contente d'attirer à moi les personnes qui ont envie de travailler avec moi, tout simplement. Donc je continue et j'irai là où j'irai au-delà de ces frontières-là, quoi. Je vais au-delà de ces frontières-là, là où ces frontières-là n'existent pas dans l'esprit des gens. Et donc là, on va parler de questions beaucoup plus personnelles, parce qu'on vous a redécouvert de façon plus personnelle dans le documentaire Scolopendre et Papillon, qui est un documentaire qui aborde une thématique assez particulière, donc les violences sexuelles faites aux femmes, et surtout aux enfants. Et on apprend que vous, plus jeune, vous avez souffert de cela, en fait. Exactement. Et ma question serait, quand ça a commencé et quand cela s'est arrêté, et comment vous avez décidé d'en parler, en fait? Alors oui, c'est vrai que le documentaire que vous avez découvert, c'est aussi c'est une façon d'ouvrir, de lever un voile sur moi. Et c'était la première fois que publiquement je le faisais, parce que j'ai suffisamment cheminé pour pouvoir être suffisamment solide pour le faire, me sentir en tout cas suffisamment solide. Je ne saurais pas dire parce qu'un enfant ne sait pas poser des mots là-dessus, ni n'a pas la conscience de ce que c'est. Donc je ne saurais pas dire quand ça a commencé ni quand ça s'est terminé. Simplement, à un moment, je me suis rendu compte qu'il se passait des choses qui n'étaient pas normales et qui me mettaient mal à l'aise, et qui me rendaient triste et qui me faisaient mal. Après, c'est vraiment, je ne saurais pas, peut-être 7-8 ans. Mais une fois au fur et à mesure, la conscience se réveille, ma conscience s'est réveillée, et puis en discutant avec d'autres jeunes femmes comme moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une différence. Enfin, il y avait quelque chose quand même que je vivais qui n'était pas du tout normal. Et oui, quand je suis arrivée au lycée, j'ai entamé des procédures, j'ai entamé des démarches pour pouvoir le dénoncer. Et puis en tout cas que ces actes-là soient reconnus par la société, et donc par un procès, et donc que ces actes-là soient dénoncés, quoi. Et c'était une façon pour moi aussi de m'en libérer, et aussi de poser dessus le fait que c'était pas bien, voilà, et que ce soit reconnu comme tel socialement, pas simplement. Alors bien sûr, c'est très difficile d'en parler et de trouver les mots pour le faire. C'est pourquoi je pense que l'écriture est venue à ce moment-là, parce que c'était une façon très intime d'exprimer les choses, et peut-être plus accessible que de formuler des mots. En tout cas, en fait, c'était chercher les mots, écrire. Et ça a été très difficile, mais j'ai la chance d'avoir eu aussi à côté de moi des personnes extrêmement bienveillantes qui m'ont aidée à les formuler, qui m'ont accompagnée, qui m'ont dit voilà, non, c'est pas normal. Viens, je marche avec toi, viens, je te tiens par la main, viens, on y va ensemble, viens, je vais t'aider. Et ça, c'est une chance que j'ai eue, et qui n'est pas le cas de toutes les victimes de violences sexuelles, surtout dans l'enfance. Donc vous n'avez pas été rejeté, enfin on vous a bien accompagné, que ce soit au niveau judiciairement, et votre famille? C'était varié, c'était très varié, mais globalement, oui, ma famille s'est engagée à mes côtés, oui, bien sûr. Bien sûr, ça crée des tensions, parce que voilà, c'était un membre de ma famille qui m'a agressée sexuellement pendant des années, donc c'est très compliqué dans la tête d'une enfant, et puis dans le regard des autres, quoi, parce que dans notre famille, dans notre culture, d'autant plus, on ne s'attaque pas à un de ses parents, on ne renie pas un de ses parents, on ne peut pas dénoncer un de ses parents.
Les parents voilà, sont respectables jusqu'au bout et ouais, c'est vrai que j'aurais sans doute moins dérangé si j'avais gardé le silence. Mais chemin faisant, j'étais consciente et véritablement convaincue que j'étais là pour briser un cercle infernal à ce prix-là. Donc de le faire, quoi qu'il m'en coûte. Et il m'en a pas tant coûté que ça, voilà. Au contraire, je crois que c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de force parce qu'il faut être extrêmement courageux, extrêmement fort, extrêmement déterminé, extrêmement convaincu de la justice, de la justesse de ses sentiments et des actes qu'on va poser. Malgré la confusion, hein, parce que je vous dis tout ça bien des années plus tard, mais voilà, bien des années plus tard, je peux dire qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour le faire. Et justement, en agissant comme ça, on se renforce soi-même aussi. C'est-à-dire qu'on se rend justice. Et c'est très important, c'est vraiment fondamental d'être juste avec soi-même. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quelle que soit la personne malheureusement vers laquelle on doit, contre laquelle on doit agir en tout cas, d'une certaine manière. Mais j'utilise le mot contre, mais je crois que surtout j'ai agi pour moi. Et c'est l'essentiel. Et pareil, comme je vous disais pour mon métier hein, de femme et de noire, ben je me suis rangée de ce côté-là, de la bienveillance, du combat. De la révolte. Et justement, c'est aussi ces sujets-là, ces sujets-là questionnent beaucoup. Je pense que je relie beaucoup mon parcours artistique à cette histoire. Parce que justement, c'est tellement confus, c'est tellement compliqué, c'est tellement incompréhensible, c'est tellement indescriptible que j'ai cherché les mots, que j'ai essayé de comprendre, que j'ai essayé de savoir, j'ai essayé de décortiquer cette chose innommable par l'art, par la création, par l'écriture. C'est vrai, c'est véritablement ça mon moteur de départ. Et je me suis rendu compte que le procès que j'ai eu contre mon agresseur a eu lieu pratiquement une semaine avant la première fois où je montais sur scène. C'était lié, c'est lié, c'est vraiment lié. C'est pour ça que voilà, je pense que ça m'a mise sur une voie qui est particulière, qui est la mienne. Qui vraiment considère mon cheminement artistique comme un cheminement initiatique. C'est plus que, c'est pas simplement j'aime être sur scène, regardez-moi, ça brille, regardez, j'aime bien les paillettes et les projecteurs, j'aime ça aussi. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus existentiel, enraciné, c'est beaucoup plus dans les tripes que ça. Et ça le restera. Et quels seraient vos conseils pour toutes ces femmes et ces hommes aussi, car il y a des hommes qui subissent ce genre de violence. Quel serait votre conseil pour ces personnes en fait? Waouh! Alors c'est vrai que je me sens responsable d'une certaine manière, c'est-à-dire que mon chemin, j'espère qu'il pourra inspirer des personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu dans leur chair et dans leur tête et dans leur cœur. C'est très difficile. Mais le combat pour soi vaut tous les combats. Vraiment. Le combat pour soi vaut tous les combats. De se choisir et s'aimer. Plus que quiconque. Plus que tout. Plus que personne. Voilà. C'est très important de se choisir, de se battre pour soi. C'est très important de se choisir, de se battre pour soi. Et d'être. Être. C'est un mot très simple, un mot qu'on utilise tous les jours dans toutes les phrases presque, mais être, c'est énorme, c'est beaucoup. Et c'est une vraie mission, une vraie mission de vie. Ouais, choisir d'être, c'est un beau combat. C'est très important de le faire. Donc de prendre courage. Et plus on chemine, ça demande du courage, et plus on entretient, on cultive le courage, et plus on cultive l'amour pour soi.
plus on grandit en fait. Hein. Voilà. Moi, j'espère ne choquer personne en le disant, mais je ne me considère pas comme une victime. Je ne me considère plus comme une victime. Hein. Ça a été une étape nécessaire, mais je ne mets pas le mot victime dans mon identité. Hein. Non, je suis une gagnante, je suis une combative. C'est autre chose, c'est un autre état d'esprit. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut, c'est une façon de garder le dessus en prenant notre vulnérabilité. Hein. Parce que ça ne veut pas dire que parce que je suis ce que je suis, que je ne garde pas cette partie de cet enfant blessé en moi. Et cette fragilité, cette fébrilité, cette vulnérabilité, je l'ai aussi. Ça fait partie de moi. C'est-à-dire que j'ai accepté que c'est aussi moi, que je porte une blessure, mais j'utilise les mots de Césaire en disant j'habite une blessure sacrée. J'habite cette blessure m'habite, mais elle est sacrée. C'est pas une blessure qui me réduit, c'est une blessure qui nous grandit. Et de le prendre comme ça. Et ça va changer la façon ça change ma façon de cheminer avec. Voilà, pour ne pas être petit, mais on est grand. On est grand. Comment se reconstruit-on justement après un tel traumatisme? Alors je ne peux pas parler pour tout le monde, hein, mais je vais parler pour moi. Je crois que le théâtre m'a sauvé la vie. Vraiment. L'expression artistique, par exemple, moi vraiment dans mon imaginaire, le théâtre et l'écriture théâtrale m'ont permis de pousser un cri. Et un cri entendu par tous. Parce que quand on est sur un piédestal, le plateau, pouvoir être entendu par tous, lorsqu'on s'est beaucoup tu, lorsqu'on a beaucoup cultivé le silence, lorsque ce silence a été une prison, c'est très libérateur. Et puis le corps aussi, puisque on s'expose au théâtre. Et ça oblige à dépasser énormément de choses lorsque justement ce corps-là était le terrain de bataille, a été l'objet de violence, de dégradation d'une certaine manière. Et donc c'est vrai que cet art-là m'a permis de poser des mots, de réfléchir, de chercher les mots, d'essayer de comprendre les comportements humains. Parce que créer un personnage, c'est quoi? C'est se mettre à sa place, c'est essayer d'adopter sa façon de penser, essayer de comprendre la complexité humaine. Tout ça, ça m'a permis de réfléchir. Alors ça, c'est vrai que l'expression artistique, c'est important. Mais pas que. C'est-à-dire que voilà, il a été nécessaire aussi de travailler, de me rapprocher de professionnels, de psychologues, de thérapeutes aussi, pas seulement les psychologues. Mais les psychologues, ça aide aussi à formuler, à dire des mots, à répéter, à vraiment le sortir, quoi. Sortir les mots, les répéter. Ça, c'est important aussi parce que ça vide le sac quand même. Quand le sac est bien rempli, généralement, il l'est. En tout cas, c'était mon cas. Et puis, des thérapeutes en tout genre, oui, justement, moi, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, d'être manipulée, d'être touchée par des mains bienveillantes, hein, bien sûr, ostéopathes, parce que ça laisse des empreintes. Le corps en souffre, inconscient. Et le corps a une mémoire phénoménale, vraiment, hein. Le corps se souvient de ce qui s'est passé lorsqu'on était dans le ventre de notre mère. Hein. Ça, je l'ai découvert. Et le corps se souvient de l'accouchement. Comment le corps de l'enfant, du bébé est sorti, comment est-ce qu'il a été... Voilà, c'est très important. Et c'est vrai que tout ce qui est ostéopathie m'a beaucoup aidé à ça, d'enquêter, en fait, de continuer à enquêter aussi sur mon corps pour connaître où sont les traces, où sont les compensations, où sont les blocages, où sont les endroits qu'il faut continuer à libérer. Parce que, oui, un procès, oui, le psychologue, d'accord? Tout ça, c'est très cérébral, d'une certaine manière, psychologique. Mais il se passe autre chose là, dans la chair. Il y a des empreintes, il y a des marques qui sont là. Et là aussi, dans le cœur, c'est important de travailler sur ça. Moi, bien sûr, le théâtre m'a aidé, l'expression m'aide toujours, mais il faut travailler à tous les niveaux. Ça, c'est très important. Moi, je l'ai fait, même spirituellement, essayer voilà, le questionnement sur le sens de la vie, quoi, et sur le sens de son propre cheminement sur Terre. Et même aller jusqu'à, mais le sens d'avoir vécu ça,
qu'est-ce que c'est venu t'apporter. En fait, pas ce que c'est venu te retirer. Hein. Non, non, non. En vrai, c'est très particulier ce que je dis, ce discours-là, mais c'est pour vraiment changer de regard. Et moi, c'est vraiment comme ça qu'à un moment je l'ai pris. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est venu te demander de développer en toi? Qu'est-ce que c'est venu te dire de faire, te dire de dépasser, te dire de transcender? Et ça demande de développer des compétences. Et les compétences, elles ne sont pas seulement cérébrales, c'est pas seulement faire des études, c'est pas ça seulement les compétences. Les compétences, elles sont humaines, elles sont dans notre matière, toute notre matière humaine. C'est pas seulement notre intellect, notre cerveau. Parce que c'est ce qu'on nous apprend à l'école, hein. On est dans une société qui nous apprend ça. Non, c'est pas seulement ça. C'est les compétences du cœur, c'est les compétences de la sensibilité, c'est des compétences humaines, relationnelles. Elles se situent à plein d'endroits. Et c'est, voilà, en tout cas, j'ai peut-être pas toutes les réponses à ces questions-là, mais j'ai énormément de questions, en fait. Je me pose énormément de questions. Et en tout cas, voilà, je considère que quelque part, ça peut être très choquant ce que je dis pour certaines personnes, hein, très surprenant en tout cas, mais quelque part, ça m'a donné de la puissance, en fait. Ça m'a rien retiré. Du tout, au contraire. Au contraire. Et je suis contente d'avoir été si bien entourée, si bien conseillée, d'avoir rencontré les bonnes personnes, parce que ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui ont vécu ces choses-là. Parce qu'il peut y avoir le scénario inverse, c'est-à-dire un scénario où on rencontre toujours les mêmes personnes malveillantes et qui nous entraînent dans la même boucle, une sorte de spirale vers le bas. Moi, j'ai su attirer à moi des personnes qui m'ont aidé à cheminer vers le haut et vers le meilleur de moi-même. Et puis, bon, à un moment, on continue sa route tout seul. Mais voilà, j'en suis vraiment très, très heureuse et reconnaissante. Voilà. Vous êtes en ce moment en Guadeloupe pour un tournage d'un court-métrage, Ivani. Pourquoi parle ce film et comment ça se passe Alors, aujourd'hui, on va commencer le tournage. C'est un film écrit et réalisé par Eric Nadeau. Je crois que c'est son premier. Et c'est un film qui, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais qui est dans un univers à la fois fantastique et à la fois polar. Et j'ai trouvé ce film très intéressant, en tout cas le scénario très intéressant, parce que voilà, on explore aussi un espace imaginaire caribéen autour des mythes et légendes caribéennes. Donc, et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça très intéressant d'investir cet espace de notre imaginaire-là, voilà, dans une histoire très contemporaine en fait, parce qu'on peut imaginer que bon, tous ces mythes et légendes sont du temps de nos arrière-grands-parents, peut-être même c'est un truc vieux quoi. Alors que non, je trouve que il y a là matière à créer, à imaginer, à même peut-être en inventer d'autres quoi, parce que si elles ont été inventées ces légendes, on est aussi capable d'inventer, de continuer à inventer. Et ouais, moi ça me botte beaucoup quoi, d'être là pour ça et de participer au projet quoi. Ouais, c'est chouette. J'aime beaucoup cette idée. Mis à part Ivani, quelle est votre actualité cinématographique ou théâtrale, ou même en termes d'écriture? Alors, il y a quelques mois, j'ai tourné dans la deuxième saison de Tropique criminel. J'ai tourné également dans le film Malnom de Yanis Sainte-Rose en Martinique. Toujours avec des équipes mixtes entre Guadeloupe et Martinique, c'est chouette quoi. Et puis, la scène, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Hein. Le spectacle vivant, avec le corona, c'est un peu compliqué, mais je me maintiens. Quoi. Vous avez compris que je regarde plutôt du côté de la lumière, donc je garde l'espoir de retourner sur scène. Alors, en tout cas, mon prochain rendez-vous avec la scène, c'est fin février, au Théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France, avec une pièce qui s'appelle Moi, fardeau inhérent, la pièce qu'on a aperçue dans le documentaire Scolopendre et Papillon. Une pièce à un personnage que je joue, seul en scène, c'est mon premier seul en scène et c'est un texte magnifique de Guy Régis Junior qui est un auteur haïtien et qui a abordé justement la question des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants dans cette pièce et elle est magnifique quoi, c'est une pièce qui m'inspire beaucoup.
Voilà, donc ça c'est pour fin février. Et puis bien sûr l'écriture, oui c'est ça, c'est-à-dire que voilà, j'ai d'autres sujets d'enquête, de questionnement sur notre identité, sur mon propre cheminement. C'est une pièce qui sera, enfin bon, je ne vais pas trop en dévoiler parce que je la cherche encore, quoi. Je cherche les contours, mais c'est toujours le même questionnement existentiel, quoi. Le qui suis-je, le comment je me suis construite entre l'ici, le là-bas, parce que vous avez compris que je suis née en Martinique, j'ai grandi en banlieue parisienne, et puis je suis revenue, et puis il y a tous ces questionnements identitaires aussi, mais ces questions aussi justement des questionnements personnels sur justement toute l'histoire qu'on a pu évoquer. Je suis en train de questionner le lien qu'il peut y avoir entre tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a un lien entre notre histoire collective et mon histoire individuelle ? Et donc voilà, l'écriture est là pour, comme je vous ai dit, réfléchir, décortiquer, essayer de comprendre. Donc je suis dans ce cheminement-là aussi, et en continuant également à intégrer et à convoquer toute notre symbolique et notre imaginaire collectif aussi. Voilà, toutes nos légendes, notre mythologie, moi qui m'inspire beaucoup, hein, notamment à travers la pièce La Diablesse, hein, qu'on a pu voir aussi sur les scènes en Guadeloupe. Mais que dire ? Je suis bénie, c'est la joie, quoi. Voilà, il y a ce projet aussi de publication à New York aussi. Voilà, donc je sens que j'existe en termes d'écriture, en termes de jeu également d'actrice, et puis toujours avec des projets qui me continuent à me faire cheminer sur le chemin de ma vie, le chemin de la vie. Et je suis très heureuse de tout ça. Et où pouvons-nous suivre votre actualité ? Alors mon actualité peut être suivie sur les réseaux sociaux, sur mes pages Facebook, Instagram. Je vous raconte un peu plus de ma vie professionnelle, mais aussi des petites coulisses, quoi, les coulisses de la vie. Et voilà, c'est possible de suivre mon cheminement à travers sur cette terre-là qu'on partage, et ce temps qu'on partage ensemble sur Terre. D'accord. Merci beaucoup, Danielle. Merci beaucoup et à bientôt.